On a tous autour de nous des personnages singuliers qui nous intriguent. On les croise dans la rue ou sur les réseaux sociaux, on les connaît sans les avoir rencontrés et on sait qui ils sont sans vraiment les connaître. Mais ce n'est qu'un bout de l'histoire. Guillaume et Julien se font compter les hauts faits, les actions d'éclat, les bons moves et les ratés flamboyants de ces héros et héroïnes du quotidien. Vous écoutez Poser, le podcast en français de Laid Back. Bonjour et bienvenue dans Poser. Je m'appelle Guillaume et je suis avec mon complice Julien. Pour ce deuxième épisode, nous avons le grand plaisir de nous poser à Boisfort, en bordure de la forêt de Soignes, pour rencontrer Marcin Sobolev. Alors Marcin, tu es un artiste plasticien pluridisciplinaire. Tu es né à Bruxelles, mais tes racines familiales remontent jusqu'en Pologne et en Russie. Tu es amateur de graffiti aussi, de pêche urbaine, et tu es surtout supporter du RWDM, qui est le club de foot de Molenbeek. Dans la deuxième partie de cette interview, viendra nous rejoindre ta partenaire, Ariana Musetta, qui elle aussi crée, peint, sculpte, découpe, et ensemble vous formez le cabinet Double Mafia, qui est un tandem d'artistes où vous vous influencez l'un l'autre avec toutes vos influences bruxelloises, slaves et napolitaines. Exactement. Salut Marcin, merci de nous recevoir dans ton atelier. Salut à vous deux. Salut Marcin. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va. Moi j'avais envie de remonter un peu dans le temps et d'un peu mieux comprendre qui était le petit Marcin dans les années 80, dans les années 90, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses aujourd'hui dans ton travail qui viennent peut-être de là. Ouais. Moi en fait je suis né à Ixelles, je suis 100% bruxellois. Mais j'ai des origines diverses. J'ai été élevé en grande partie par ma mère et ma grand-mère. Et donc en fait, c'est toutes les histoires que j'ai eues avec ma grand-mère étant petite, elles sont remontées au fur et à mesure que j'ai eu des discussions avec elle sur la Russie. Parce qu'en fait, ma grand-mère, elle est arrivée en Belgique après la Seconde Guerre mondiale. Elle a jamais parlé en fait de sa vie à personne. Et donc moi j'étais le petit-fils qui m'intéressait à sa vie, je lui demandais tiens comment vous vivez là-bas. En fait moi j'étais hyper curieux parce que en Belgique c'est très difficile de parler de la Russie parce que les médias c'est compliqué. Et elle en plus elle était soviétique. Et quand je disais ouais ma grand-mère était soviétique, les gens me disaient ah c'est horrible de vivre lors de cette période-là en Russie, les gens étaient maltraités. Il n'y avait pas d'artistes, il n'y avait rien, il ne se passait rien du tout. Et donc moi j'expliquais oui mais ma grand-mère elle venait d'un petit village en Russie. Et son histoire est complètement différente de tout ce que vous me racontez. Et donc aujourd'hui encore, actuellement, ma démarche artistique personnelle, c'est la défense en fait de tout ce que ma grand-mère m'a raconté. Ces témoignages, tu les as récoltés, mais tu les as mémorisés et t'en as fait quelque chose, ou tu les as concrètement quelque part sur du papier ou... Non, c'est juste des discussions. J'ai jamais rien écrit en fait. Et en fait, je me suis documenté sur des choses sur lesquelles elle voulait pas parler. Parce que la mentalité russe de cette région-là, c'est des gens qui parlent peu. C'est des gens qui viennent de régions où il y a de la forêt partout autour d'eux, donc ils sont un peu rustres. Pour moi, ma grand-mère, c'était une sorte d'ours, mais une fois qu'elle se lançait, elle était inarrêtable. En fait, la chose qui m'a le plus marqué avec ma grand-mère, c'est qu'elle ne m'a jamais parlé de Russie, elle m'a jamais parlé de Belgique, elle m'a jamais parlé d'origine. Elle m'a toujours dit, moi je viens de là-bas, mais en fait je suis 100% belge, je vis en Belgique. Toutes les racines russes n'était pas oubliée, mais elle mettait ça de côté parce qu'elle était fière de vivre en Belgique, d'être belge, de s'être mariée avec un soldat belge. C'est ça aussi son histoire. Et donc, quand elle est arrivée en Belgique, elle a élevé ma mère avec une éducation belge et c'est le petit-fils qui est devenu russe. Donc moi, j'ai appris à cuisiner russe pour cuisiner avec elle. J'ai appris 2 ans de russe à l'école pour pouvoir parler avec elle lorsqu'elle serait plus vieille, parce que je savais que les personnes plus âgées, elles ne parlent plus que dans leur langue maternelle. Et donc j'avais envie de communiquer avec elle jusqu'au dernier jour, parce que j'avais envie de vivre cette tradition russe qui est d'accompagner sa grand-mère et ses vieux dans la mort. Et en fait, ce qui m'a permis d'avoir les plus grands secrets de sa vie. Ceux que je dévoile même pas encore. Ça, c'est ceux qu'elle t'a du coup raconté dans les derniers moments de sa vie. Ouais. Tu penses que tu as eu des histoires dont même ta mère n'a pas été au courant ? Ouais, c'est fort possible. Ouais. Ma mère, c'est rigolo. En fait, j'ai l'impression elle s'est rattachée à ses origines le jour où ma grand-mère est décédée vraiment. À la fin, elle parlait beaucoup en russe. Elle s'est dit, ah tiens, c'était un héritage que j'avais pas. Et elle me voyait, moi, par exemple, Sobolev, c'est le nom de ma grand-mère. J'ai pris le nom de ma grand-mère. Il y a eu une relation entre moi et ma grand-mère qui était forte. Par exemple, je me suis fait tatouer des symboles russes. Et quand j'en ai parlé à ma grand-mère la première fois, elle m'a dit « Tiens, montre-moi un peu ce que tu t'es fait tatouer. » Et donc elle m'a dit « Ah ouais, ça c'est vraiment très russe. Mais pourquoi tu l'as pas fait sur ton front ?»
Et là, ma mère m'a dit ah non, non, lui donne pas ce genre d'idée. Elle fait mais sur le front, on le verrait mieux. En Russie, il y a des gens qui ont des tatouages partout, même en Allemagne, parce qu'elle traversait l'Allemagne. Elle dit ça fait des années que... Et ça dérange qui? Et en fait, elle avait jamais capté que ça pouvait déranger quelqu'un ou qu'on puisse ne pas avoir de travail. Elle faisait pas attention à ça. C'est comme la couleur de peau, elle a jamais fait attention. Je me souviens qu'en fait, elle venait à chaque fois à Bruxelles nous voir et qu'elle parlait à tout le monde et qu'elle faisait jamais attention aux origines ou quoi que ce soit. Elle s'intégrait à tout, en fait. Moi, je me souviens, j'allais dormir chez elle et je sais pas, à partir de 7h du matin, bon, elle était dans le Hainaut, à partir de 7h du matin, il y avait tous les fermiers, tous les gens du coin qui étaient là en train de boire des cafés. Moi, je me levais et il y avait déjà une foule. Ouais, donc il y avait une culture de la porte ouverte. Ah ouais, ça c'est clair. On essaie de garder aussi à Bruxelles. Ça, pour toi, c'est aussi une des caractéristiques de la culture russe? Bah ouais, en fait, la culture russe ou la culture d'Asie centrale, on est toujours accepté partout, directement, quelle que soit la religion. Quand elle retournait en Russie, il faut savoir qu'elle avait 4 jours de train. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est de savoir qu'est-ce qui se passait pendant ces 4 jours de train. Parce qu'en fait, j'adore voyager, comme j'ai fait du graffiti. J'adore graffer sur les trains. Bon, ça m'a valu des problèmes, mais bon, voilà, c'est ce que je préfère. J'avais envie de savoir, tiens, qu'est-ce qui se passait ? Qui tu rencontrais, à qui tu parlais, parce qu'elle traversait l'Allemagne, comment ça se passait avec les Allemands, quels étaient les conflits qu'elle avait avec les soldats, par exemple, en gare de Berlin, quand elle devait changer de train pour prendre le train à la gare d'Osbanov pour aller en Russie. C'est un voyage qui avait lieu avant la chute du mur de Berlin. Donc à une époque où c'était peut-être plus compliqué. C'était compliqué, ouais. Parce qu'elle a été sur ses trajets, elle pouvait être enfermée, elle pouvait aller en prison pendant quelques jours dans une gare, parce qu'elle ramenait des choses qui étaient interdites en Union soviétique. Puis après, il y a eu toutes des histoires. Elle a voulu y aller pour ramener mon arrière-grand-mère, puis ça s'est jamais fait. Aujourd'hui, je parle toujours du même voyage. Dans ma démarche artistique, j'utilise tous les pays d'ex-Union soviétique et j'essaie de voyager dans tous les pays d'ex-Union soviétique, parce qu'en fait, ma grand-mère était soviétique, elle n'était pas russe. Son pays, c'était de Biélorussie jusqu'au Kazakhstan, c'était pas la Russie. Même par après, quand il y a eu la chute du mur et quand elle a jamais vu on va prendre un exemple, les Kirghizes musulmans, comme étant des Kirghizes musulmans, elle les voyait comme ses frères et ses sœurs. Finalement, il y a tellement de choses en commun qui ont été vécues que c'est pas, je dirais pas que c'est le même peuple, hein, mais je dirais qu'ils sont restés soudés par des valeurs. L'Union soviétique, il y a des Slaves, il y a des Orientaux, il y a des Asiatiques, il y a tout, pour moi, il y a toutes les religions. Et pour moi, c'est ça la magie de la Russie aujourd'hui. C'est le tout, quoi. C'est les émigrés qui vivent aussi, qui créent. C'est les Ouzbeks qui vivent à Moscou, qui créent une ambiance. C'est les Kirghizes qui ont le marché de Saint-Pétersbourg. C'est tout ça, en fait. Parce que tu as raison de dire que la Russie, il y a encore cette espèce de vieux relent de guerre froide qui tendrait à se dire que le russe est encore un peu l'ennemi. On ne sait plus très bien pourquoi, mais on poursuit cette histoire-là. Et même si on ne le présente pas de manière aussi directe que ça, on ne nous montre pas vraiment quels sont les trucs cool qui se passent là-bas. Il faut y aller. Hein. C'est la seule... C'est la seule manière. Ouais. C'est la seule manière parce qu'ici, on peut pas voir ça d'ici, en fait. Okay, il faut prendre l'avion et il faut y aller. Et on commence par où ? Par la Géorgie, par Tbilissi. Mais j'ai d'autres origines qui sont polonaises et je dirais que Varsovie est intéressante aussi comme ville. Et elles viennent d'où tes origines polonaises ? De mon père. Ah, de ton père. Ouais. Et j'adore la Pologne aussi. Hein. Je vais souvent en Pologne pour justement avoir la nature. Je vais au fin fond de la Pologne. Je vais à la pêche avec un ami. C'est lui qui t'a initié à la pêche ? Non, c'est mon père. Okay. En fait, ça venait de mon arrière-grand-père polonais. Parce que mon arrière-grand-père polonais est arrivé en France pour travailler dans les mines. Et il habitait en face il a eu du bol, en face d'un lac. Et du coup, il a initié mon père à la pêche. Mais mon père a lâché assez rapidement. Mais il m'a quand même appris comment pêcher les poissons carnassiers. Et il m'a appris les champignons pour aller chercher les champignons enfin, toute la culture populaire. Hein. En fait, je pense que je connais beaucoup de la culture populaire polonaise et russe. Je pense que c'est là où je suis le plus calé. Tu pêches dans le canal ? Ouais, je pêche dans le canal. À Molenbeek ? Ouais, à Molenbeek. J'imagine que quand tu as commencé la pêche, tu allais plutôt dans la nature, quoi. J'imagine, quand tu pêchais avec ton père ou même avec ton grand-père. Et puis à quel moment tu t'es dit, bah tiens, en fait, on va aller pêcher dans la ville ? Mais en fait, on s'est dit un jour, tiens, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce canal ? Ouais, je voulais surtout voir ce qu'il y avait comme espèce dans le canal, parce que je voyais des gypsies qui pêchaient et je me disais... Qu'est-ce qu'ils foutent ? Ça doit être compliqué quand même parce que la partie bruxelloise du canal est assez étroite.
entre Antoine Dansard et Isère. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Qu'est-ce que c'est que du poisson blanc? En fait, on avait vu des gamins qui sont de Laken, qui pêchaient, et on s'est dit, tiens, ils pêchent du sandre, et le sandre, c'est un poisson qui vit que en zone non polluée. Qu'est-ce qu'il fout dans le canal en plein Molenbeek, là où il y a des centaines de sacs plastiques Donc on a été pêcher une première fois. Et là, on a attrapé des petits sandres, on s'est dit, tiens, ça c'était il y a 2-3 ans. Et puis là, maintenant, on y va, et il y a des records qui se font. Il y a des sandres de plus de 5 kilos. Et donc on se dit qu'il y a des gens qui doivent faire des efforts terribles pour purifier l'eau. Nous, on n'en avait pas du tout conscience. Et il n'y a pas que ce genre de poissons-là, il y en a beaucoup. Et ils vivent en grande quantité. Et nous, en fait, on les relâche, on les mange pas. On pourrait les manger, en fait. Hein. Ils doivent être très bons, en fait. T'as jamais essayé? Non, mais il faut se dire quand même que le sandre, c'est un poisson qui coûte 25 € le kilo. Donc c'est assez rigolo. Ah, il y a une fortune dans ce canal, en fait. Parce que j'en discutais avec un gars qui revenait d'avoir fait ses courses. Et il me dit, il faut être fou pour consommer ce poisson. Et donc je lui ai expliqué que c'est quand même un poisson sauvage qui vit que dans des zones... Enfin, si c'est pollué, généralement, il est pas là. Et qui coûte 25 € le kilo. Et donc lui, je le voyais avec son sac, avec ses 2 poulets de batterie. Ça me faisait rire un petit peu. Ouais, mais c'était impossible de lui expliquer, parce qu'expliquer ça... Le fait de pêcher dans le canal, c'est incroyable parce qu'on en apprend sur toute la vie des gens qui habitent dans ce quartier-là. Et on se rend compte qu'il y a un gros panel de gens très différents. Vous êtes beaucoup à pêcher? On commence à être beaucoup, ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que on est des générations très différentes. Ça va du gamin de 12-13 ans jusqu'à nous, en fait. Il n'y a pas de plus vieux. Jusqu'à 40 ans, on va dire. Mais c'est très chouette parce qu'on est hyper connectés sur Facebook. En fait, ça nous fait du bien à tous. Ça fait du lien social. Ouais, et puis il y a des petits d'origine arménienne. Donc ça fait les connexions directement avec moi et mon art. Donc ils me posent des questions par rapport à ce que je fais. Et en même temps, il y a des... J'aime pas le mot, mais je vais quand même l'utiliser. Enfin, si, je l'aime bien. Il y a des kairas, des petites kairas qui pêchent, un petit training comme ça. Et en même temps, ils se bougent le cul et ils vont à la manif pour le climat. Et ils sont hyper dedans, et au lieu de poster des trucs de Caris et de Booba, ils postent que des trucs du genre « Faites gaffe, il y aura plus de poissons sauvages ». Et en fait, moi, ça me fait du bien de voir ça. Donc c'est la pêche qui les a amenés à être conscients de l'environnement. Ouais, et ils en font c'est chouette, en fait. Ouais. Ils sont fiers de protéger la nature, de faire un recensement de poissons, de ne pas tuer le poisson, d'agir avec beaucoup de respect, parce que même eux, ils ont même il y en a certains avec des coussins pour vraiment pas abîmer le poisson. Ouais, c'est vraiment une bande bruxelloise, quoi. On est tous... on se retrouve tous au Durum après, quoi. Vous avez un crew, vous êtes appelé... Ouais, en fait, on a un crew. Avec un ami, on est juste Molenbeek Street Fishing, mais on est dans un crew qui est plus grand, qui s'appelle Fishtik. Eux, en fait, ils sont hyper organisés, ils ont tout, des caméras. Et en fait, ils font des vidéos sur YouTube pour enseigner la passion. Et puis maintenant, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Il y a même des filles qui pêchent dans le canal. À Bruxelles, on pêche partout. Hein. On pêche là, on pêche aux pêcheries à Boisfort. Enfin, partout, il y a des choses à ramasser, à manger. Ici en face, tu pourrais pêcher? Il n'y a plus de poissons. Il n'y a plus de poissons? Non. Par contre, dans la forêt, il y a beaucoup de champignons. Mais c'est interdit maintenant. Mais on y va quand même. Faut couper? Non, faut pas couper. Faut pas couper. Le garde me connaît bien. Ouais, il fait un clin d'œil quand il te voit passer. J'ai l'impression que la notion de crew ou de collectif, c'est un truc qui est important pour toi. Je fais référence par exemple à ton amour pour le foot, alors je sais pas si c'est tant le sport qui t'intéresse que le fait de te retrouver avec une bande de potes. Le sport, il m'intéresse pas. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, il m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller... Quand j'étais gamin, j'avais mon meilleur pote qui était supporter du RWDM et qui jouait au RWDM. Il est décédé malheureusement il y a une dizaine d'années. Ce jour-là, j'ai dit à mon pote avec qui je faisais du graffiti et avec qui j'en fais encore, je lui ai dit tiens, on n'irait pas se divertir un peu au foot, aller voir un peu ce qui se passe. Parce qu'il y a plein de codes qui ressemblent au graffiti. Et dans le street fishing, il y a plein de codes aussi qui ressemblent au graffiti. C'est presque les mêmes codes, les vêtements, les trucs. Ça se ressemble. Et donc on est arrivé au RWDM sans savoir que le public était majoritairement néerlandophone. Et donc on s'est dit tiens, c'est marrant, c'est la première fois qu'à Bruxelles, on fait un mix de... Il y en a qui parlent en bruxellois. Nous, on se dit, putain, il y a encore des jeunes qui parlent en bruxellois, incroyable. Le RWDM a fait faillite. Et puis, il y a eu le Brussels.
Donc comme on savait que le Brussels c'était sur les cendres du RWDM, on s'est dit bon on va aller supporter le Brussels. Et puis là on a compris que tout le public voulait le retour du RWDM. Il y a eu un engouement, il y a eu toute la population de Molenbeek, de tout ce quartier, de tous les anciens supporters de Molenbeek. Il y a eu une espèce de bagarre. Pour la première fois je me suis retrouvé à aller à la commune de Molenbeek pour essayer de voir comment est-ce qu'ils pourraient récupérer le nom pour que le RWDM revive. Même si c'était en amateur, tout le monde s'en foutait, mais il fallait que ça revive. Et le jour où ça a eu lieu, je me souviens de la fête, le premier match incroyable où on a été à Bruges pour un match amical. Et où il y avait tous ces gens qui parlaient finalement en flamand. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le foot, les amis qu'on a, on sait que c'est des amis vraiment forts. Dès que j'ai eu un problème dans ma famille ou quoi et qu'ils l'ont su, directement ils téléphonent et c'est très... c'est rigolo parce que c'est des copains finalement de beuverie, mais finalement notre amitié est très sérieuse. Et eux, même s'ils en ont rien à foutre de l'art, ils viennent aux expos. Et ils sont solidaires, ils sont là, tout le temps là. Et ils seront toujours là, ça on le sait. Tu fais souvent référence aussi au hooliganisme. J'ai l'impression que tu essaies de montrer qu'il y a une noblesse dans le hooliganisme, alors que nous, on nous l'a présenté comme, hooliganisme égal. C'était le terrorisme des années 80, quoi. La première fois que j'ai vu du hooliganisme, on va dire, c'était en Pologne. Je voulais absolument voir un match en Pologne. Et je voulais voir le derby de Cracovie. Et je savais que c'était interdit les étrangers, c'était très compliqué de le voir. Il faut savoir que le derby de Cracovie, c'est un match où chaque année, il y a des morts. C'est un conflit terrible entre deux quartiers de Cracovie. J'avais d'abord voulu aller voir une des deux équipes. Ça a été impossible. Donc j'ai été dans l'autre partie dans l'autre équipe. J'ai pu avoir une place. Et quand je suis rentré, j'ai été étonné en fait. J'ai été étonné par le respect. Oui, il y avait ce côté où ils voulaient se battre, ils étaient assoiffés de bagarre, mais en même temps, j'étais avec ma copine de l'époque et genre, ils lui faisaient de la place. Ils nous ont jamais bousculés, ils nous ont demandé ce qu'on était venu faire, on a dit, on vient voir un match en Pologne. Ils nous ont payé des thés parce que là-bas, ils boivent pas de la bière, c'est du thé parce que c'est interdit la bière, sinon ils sont... Et là, j'ai vu vraiment le côté polonais chaud dont on me parlait depuis des années, parce que pour moi, le polonais était pas plus chaud que les Belges. Je l'ai vu, mais en même temps... On a fait la fête dans le stade, après on a été dans des cafés, on a fait la fête, et j'étais avec des gens qui sont réputés à être les hooligans. Je leur ai jamais parlé de hooliganisme parce que j'ai pas envie de leur en parler, j'ai plutôt envie de m'intéresser juste à passer un moment avec eux. J'ai bien aimé, même si je sais qu'en Pologne ils se battent dans les bois, et c'est malgré tout un mouvement que j'adore mais auquel moi je suis pas du tout un bagarreur, mais ça m'interpelle parce que même dans l'extrême est de la Pologne, j'ai rencontré des hooligans assez durs. Là-bas, il y en a vraiment beaucoup. Mais en même temps, ils ont tellement un respect, par exemple, des femmes, de la grand-mère, de la famille, des gens. Si t'as pas envie de te battre, tu te bats pas. Hein. Si t'as envie de te battre, par contre, tu te bats. Mais ils vont jamais t'attaquer en rue ou quoi que ce soit. Et ils se battent selon des règles. Ils se battent selon des règles. C'est-à-dire qu'en Pologne, ils se battent à main nue. Et si tu es par terre, tu es par terre. Et on te touche plus. Non, ils peuvent pas en fait. Et si tu es blessé, ça peut être quelqu'un de l'équipe d'en face qui va t'emmener à l'hôpital. Par contre, à Cracovie, c'est un autre problème. Il y a tellement de haine qu'eux, ils n'ont pas signé ce pacte de fair play. Donc eux, ils peuvent se battre avec des armes. Et donc ça, c'est un problème en Pologne en ce moment, parce que il y a des abus à Cracovie. Mais dans tout le reste de la Pologne et en Russie, et même ici en Belgique, parce qu'il y en a aussi il y a des sacrées firmes en Belgique, ils se respectent. Moi j'aime bien le respect qu'ils ont, parce que j'en connais de clubs différents et qui vont boire une bière dans un bar tous les week-ends, quoi. Mais par contre qui se chambrent partout et qui sont capables de se taper dessus. Mais par contre, ils sont potes. Quand il y a une naissance, ils envoient des cadeaux, des trucs. C'est une amitié-haine qui est... Il y a que ça dans le foot, je pense. Ça n'existe pas autre part. Mais maintenant, ils se battent sur des rings. Tout commence à être médiatisé maintenant. Ils commencent à faire des combats 4 contre 4 sur des rings en Pologne. Il y a des championnats. En Russie, ils mettent des rings à Saint-Pétersbourg dans la rue. Chaque personne qui a envie de se battre peut monter sur le ring. Si tu rentres dans le ring, tu sais à quoi tu t'engages. Ouais, mais même c'est rigolo parce que quand on regarde sur Internet, il y a même des premiers de classe qui vont se battre face à... Ils se font ramasser, mais c'est pas très grave en fait. Ils sont contents d'être montés. Ça, je pense que c'est quand même typiquement d'Europe de l'Est.
Mais nous, à Molenbeek, par exemple, on est plus une bande d'amis. On aime bien être ensemble, on est plus dans la mentalité ultra. Nous, on y va pour pour soutenir notre équipe qui est hyper nulle, ou de temps en temps, elle est super forte, on se dit, oh, quel effort et tout. Mais aujourd'hui, on y va aussi pour soutenir les gens qui ont fait que le renouveau du club soit... Par exemple, il y a un supporter qui est décédé, qui était un supporter que tout le monde adorait, mythique. Et donc il y a eu son enterrement et puis il y a eu... Les ultras ont fait un tifo immense qui me rappelle le graffiti aussi, même si je participe pas au tifo parce que je dessine tellement dans mon atelier que j'ai pas envie... C'est quoi un tifo ? Un tifo, c'est une énorme bâche qui peut soit transmettre un message, soit ça peut être juste le nom du club. Mais là, c'était son visage. Il y a toujours des rivalités dans les clubs, mais là, il y a des personnes de clubs rivaux qui sont venues pour rendre hommage. Et moi, je trouve ça beau, en fait, parce que tout qu'on fait dans le foot, il y a beaucoup de respect. Et c'est ça qui me plaît. Et j'adore voyager. J'ai été voir un match à Naples, hein, parce que je voulais voir le stade de Naples. Hein. Je voulais voir les ultras de Naples, hein, qui sont encore totalement différents de ce qu'on connaît. En fait, ma grand-mère, elle a toujours été supporter du Zénith Saint-Pétersbourg. Et moi, j'ai toujours été supporter du Spartak de Moscou. Pour l'ennuyer. Et quand il y avait des matchs, je lui téléphonais, je lui disais, t'as vu le Spartak? Je lui ramenais des journaux, elle me disait, t'as vu le Zénith? Et moi, je savais pas lire le cyrillique à ce moment-là. Et quand elle est décédée, j'ai mis mon écharpe du Spartak de côté et je suis devenu un supporter du Zénith. C'est exactement comme le graffiti. À l'époque, on faisait des interrails. Bah, c'est pareil pour le foot. Là, on va au match de foot et avec les graffeurs, on va graffer des trains dans les villes. C'est la même. Et surtout, ce qui est important, c'est le moment d'avant où on fait une bouffe tous ensemble et puis la fête après. Le graffiti, c'est un peu un prétexte. Voilà, finalement. Même si j'adore le graffiti. Aujourd'hui, je me définis plus comme quelqu'un issu du graffiti que de l'art contemporain. Je préfère le graffiti. Comment ça a commencé le graffiti pour toi? Ouais, ça a commencé dans mon quartier avec d'autres personnes. C'est en 91 qu'on a fait nos premiers tags, donc c'était il y a déjà des années. Et à XL, c'était rigolo parce qu'à Boisfort, finalement, il n'y avait pas énormément de murs dans nos quartiers, mais finalement, on trouvait de la place. Hein. Il y a encore beaucoup de graffiti aujourd'hui? C'est encore aussi... Je pense, ouais, je pense que... Ouais, il y a quand même ça. C'est marrant parce que à Bruxelles, Bruxelles, c'est presque une des capitales européennes pour le graffiti sur train, on va dire. Donc tous les étrangers viennent. Parce qu'on a parce un réseau... que les dépôts sont faciles à accéder. Ouais, et parce que les trains sont beaux. Okay. Les gens aiment bien les trains, le modèle. Et puis parce qu'on est sympa aussi. C'est ton école de l'art, le graffiti? Ou t'as eu... T'étais gamin, tu faisais des cours de dessin? Non, j'ai fait des études d'ébénisterie. Rien à voir. Moi, j'ai fait ça avec mes amis que j'avais d'avant, en fait. Et on a toujours continué. Et aujourd'hui, on en fait encore quand on peut en faire. C'est ce qui nous plaît le plus. On est là, les mêmes avec qui je pêche, je fais du graffiti. Les mêmes avec qui je vais au foot, je fais du graffiti. On est soudés dans ces 3 disciplines. Et comment s'est fait justement la transition entre graffiti, qui est un petit côté vandale, vers ton travail plutôt art contemporain? Ton travail est, à mon sens, très léché, très fin, chic et élégant, mais là où le graffiti est plus rentre-dedans. Ça doit être illégal, le graffiti. Quand un journaliste utilise... artiste issu du graffiti, ça me vexe parce que j'aimerais bien que ce soit 2 choses complètement différentes. Parce que j'ai pas envie de faire du graffiti sur toile, en fait. Parce que pour moi, le graffiti, ça doit être 100% illégal. Ça doit rester à la rue. Ça doit rester même des sales gosses qui griffent dans le métro. J'adore ça. Mais des artistes issus du graffiti qui font des grandes... Enfin, je sais pas, j'ai un problème avec ça, je pense. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose que tu essayes d'extraire de ça pour l'amener devant d'autres yeux, sur d'autres supports. Quand des personnes me disent « Ah, vous avez fait du graffiti avant ?» Je dis « Ouais, je fais toujours du graffiti. » Mais je le fais en dehors de... Je parle d'autres choses, en fait. J'aime bien les techniques. J'utilise des techniques, on va dire, qui sont issues du graffiti pour peindre. Parce que, malgré tout, mon école, c'est le graffiti. Mais je veux pas parler du graffiti dans ma démarche artistique. Hein. J'aimerais ne plus en parler, en fait. Je préfère faire du graffiti. Et je préfère parler, dans ma démarche, en tout cas personnelle, je préfère parler des voyous d'ex-Union soviétique, des traditions populaires d'Asie centrale, de tout ce qui est attenant à mes origines. Il faut savoir que sur le chemin de ma grand-mère en train pour aller en Russie, la première étape c'était Berlin. Donc un jour j'ai été à Berlin parce que je voulais voir à quoi ressemblait Berlin et je voulais lui amener des photos. Depuis j'ai été 40, 50 fois peut-être à Berlin. Je pense que Berlin c'est tout simplement
la meilleure ville du monde. Il y a tellement de choses qui me plaisent. À chaque fois, les gens me disent « Ouais, mais Berlin, c'est plus comme avant. » Puis j'y retourne et je me dis « Il y a toujours moyen de trouver des trucs incroyables à Berlin, quoi, partout. » Musicalement, c'est mortel. Les gens se bougent partout, ils ont pas de fric. Ça les fait bouger encore plus. Tout le monde dit « Oui, il y a eu le problème de tous les expats qui sont venus avec plein de fric, mais il reste les Berlinois, hein, ils sont là, hein, ils sont dans d'autres quartiers, il faut bouger. » Puis artistiquement, ça me plaît, c'est assez... Dans le graffiti, c'est très brut. J'aime bien en fait. C'est un endroit où je me sens bien. Tu pourrais déménager à Berlin? Ouais, pour aller vivre là-bas? j'ai déjà pensé plusieurs fois. Mais j'adore Bruxelles, je suis fier d'être bruxellois. À chaque fois qu'on voyage, j'adore revenir à Bruxelles, j'adore mon quartier, j'adore la place Flagey, même si elle change, elle rechange. Je me sens d'origine russe, mais avant tout bruxellois. Parce que quand je rentre à Bruxelles, je suis chez moi, partout, dans tous les quartiers. Je vais à Molenbeek voir le foot, je vais boire une bière avec les Polonais à Saint-Gilles, je vais manger un Turc à Place Litz. Je sais pas vivre sans ça, en fait. Je sais pas vivre sans Bruxelles, parce que Bruxelles, c'est multiculturel, c'est hyper intéressant comme ville. Malgré tout, je suis attaché à Bruxelles, j'ai ma maman qui habite à Bruxelles. Et je suis attaché à ma famille, et ma famille, c'est ma mère, en fait. Et ma copine. Yes. On accueille Ariana dans ce podcast, bienvenue. Salut, Comment vas-tu? ça va bien. Vous travaillez sur quoi là en ce moment ensemble? On travaille sur plein de trucs, des projets de fresques, des projets de céramique, c'est des projets très variés. Si vous voulez, notre démarche, elle est fort centrée sur les voyages, sur les folklores des pays traversés, sur les différents modes de vie. Et je pense que c'est pourquoi on aime bien varier les techniques. Apprendre des nouvelles techniques aussi. On a des clients qui arrivent avec des demandes très spécifiques et souvent on doit trouver la solution. Et comme ils savent qu'on est débrouillard dans pas mal de secteurs, étant donné que moi je suis ébéniste à la base et puis après la peinture et Ariana elle est graphiste, on trouve toujours la solution, mais on peut voyager loin même pour trouver, par exemple on a dû apprendre la céramique. Enfin, c'était de la peinture sur céramique pour faire un sol. Ouais, on a appris sur le tas. On n'y connaissait rien et de fil en aiguille... On a dû aller à Paris pour trouver les pigments et tout parce que c'est que les spécialistes de la porcelaine de Limoges qui pouvaient nous aider. Mais du coup, c'était toute une recherche et puis finalement, ça nous a ramené à l'idée de départ de faire des recherches et de voyager. Du coup, ça nous a ramené à ce qu'on fait, c'est-à-dire voyager, ramasser des objets, essayer de traduire les émotions vécues lors de voyages à deux. Double Mafia, c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup de rencontres, beaucoup d'expérimentation. On s'intéresse à toutes les cultures locales. Ouais. Par exemple, on s'intéresse aussi à la cuisine locale. Pour nous, les épices, c'est hyper important, local. Donc, on va dans les marchés, on essaie de dialoguer avec les gens. C'est une démarche artistique, mais à la base, on est un couple. Et donc, Ariana m'a accompagné sur un projet à Paris. Je devais faire une fresque. Et donc je lui ai dit, tiens, tu peux venir 3 jours avec moi à Paris, je fais la fresque, et toi tu vas te balader à Paris. Et donc le premier jour, elle m'a dit, ah non, moi j'ai pas envie d'aller me balader à Paris toute seule, je vais travailler un jour avec toi, et après, comme ça, on le finit en un jour, ce qui m'a fait grincer des dents, parce qu'à l'époque, je voulais pas qu'on touche mes pinceaux, parce que j'étais cet ours russe. Ça s'est fait hyper naturellement, genre on n'avait même pas besoin de se parler. Double Mafia, au départ, c'était un peu un délire. En rapport avec nos origines, on rigolait de ça. Et donc puis, c'est la mafia russe et la mafia napolitaine ouais. qui s'unissent. C'était lié à nos origines respectives. Et puis en fait, les gens, ils ont pris ça hyper au sérieux. Ils ont bien aimé parce qu'ils trouvaient ça très belge. Et puis après, les gens, ils nous posaient des questions. Ils me disaient, ouais, ils étaient un peu provoques. Ils disaient, ouais, mais là... Toujours le même truc, la Russie c'est Poutine et Naples c'est sale. Et là ils ont vu que là-dessus on plaisantait quand même pas. Parce qu'on en avait marre d'être réduit aussi. C'est un délire, mais c'est quand même une réflexion. Mais c'est rigolo parce que aussi par hasard, on se retrouve il y a 1 an et demi à Tbilissi. Et on se retrouve dans un quartier, on adore ce quartier. On reste une semaine, un quartier très populaire avec des blocs vraiment soviètes, mais avec des palmiers. Nous, on dit blocs et palmiers, ça tue quand même, tu vois. Un matin, on se lève et il y avait encore un enterrement à l'ancienne avec vraiment tout le monde en noir, mafia. Ça, t'as la même chose à Naples. Et puis en fait, on s'est dit, tiens, c'est marrant, ça ressemble à Naples ici. Et à la fois, ça a ce côté russe. Puis on s'est renseigné, en fait, on était dans le quartier de la mafia la plus, on peut le dire, la plus puissante au monde, qui est la mafia géorgienne. Et donc là, on s'est retrouvés en plein dedans. Pendant 1 mois, on logeait chez une amie là-bas. Et en fait, en revenant de notre voyage, on nous a dit que c'était l'un des quartiers les plus dangereux. Et nous, on n'a pas du tout ressenti ça, quoi. Et en fait, ça m'emmerde parce que quand je dis que je viens de Naples, directement, les gens, ils associent ça à la mafia, c'est dangereux, c'est sale. Et en fait, il y en a marre. De nos jours,
c'est dangereux partout. Tu vas à Molenbeek, c'est dangereux. Tu vas dans les cités en France, c'est hyper dangereux. Je pense que si il doit t'arriver un truc, c'est que t'as vraiment pas de bol. Naples, c'est hyper chouette. Bon, c'est vrai qu'il y a des quartiers un petit peu plus chauds, mais je pense que tu peux t'y balader tranquillement si t'attires pas l'attention. T'as des endroits splendides à Naples. Je pense que pour se faire un avis sur quelque chose, tu dois aller sur place, tu dois rencontrer des gens, tu dois vivre l'expérience, quoi. Notre démarche, c'est d'essayer d'ouvrir les yeux. Les esprits, un peu. Mais nous, on essaye de voyager un maximum pour essayer de pas donner de fausses images et de fausses idées aux gens. Mais même la Géorgie, qui est un pays avec un passé difficile, on s'est jamais senti en insécurité en Géorgie. Jamais, en fait. C'est doux comme pays. C'est limite plus... Sur certains points, c'est plus doux que la Belgique. Sur le point des religions, c'est plus doux, par exemple. On voit des femmes complètement voilées qui sont des touristes d'Arabie Saoudite ou des pays du Golfe. Et en fait, le seul con à les regarder, c'est moi. Parce qu'en fait, je suis pas habitué. Ouais. Et donc, je suis là et je me dis, putain... Je regarde tout autour de moi, il n'y a personne qui les regarde. Et moi, je suis là et je me dis, ah les gars, tu vois, dans ma tête, je suis là, les gars, putain, il y a les... on n'en voit pas, c'est interdit en Europe et tout. Et je suis là, et puis après, je suis à la plage, puis j'en vois une qui nage à côté de moi. Puis là, je me dis, putain, en fait, c'est génial. Je me suis aussi dit, j'aimerais bien leur parler. Qui a parlé à une femme en burqa? Ce truc de religion dont on parle, on dit la Russie, un musulman en Russie, putain, la tête coupée direct à Moscou avec tous les hooligans qu'il y a dans les rues. Puis finalement, on va en Russie et notre Airbnb, il est en face de la mosquée centrale de Saint-Pétersbourg. Et la mosquée, en fait, elle fait la taille de la basilique de Kuckelberg. Et on se dit, merde, hein. Et donc, on voit tous les gens en train d'aller prier. Et on se dit, bah, c'est une grande ville, comme toutes les grandes villes, en fait, hein. Il y a des blacks. Il y en a peut-être moins, mais il y a peut-être plus de musulmans à Saint-Pétersbourg qu'à Bruxelles même. Ça nous a fait rire parce qu'on a rencontré des blacks qui parlaient français, russe. C'est rigolo en fait. Eux, ils sont là et ils se posent pas la question de racisme ou pas racisme. Leur réponse quand on leur dit « Les gars, ça va? Vous tenez le coup ?» Ils disent « Il y a des cons partout. » Et donc là, ça nous a ouvert, surtout la Géorgie, parce qu'on a été même visiter des villages reculés en Géorgie où il faut des heures et des heures de camionnette pour y arriver. Et là, on croise une femme en burqa qui est sur sa petite bagnole de golf ou son petit truc, parce qu'ils sont assez chics avec ça. Hein. Ils marchent pas beaucoup, quoi, par contre. Et du coup, ça nous faisait... Et on voit les montagnards qui sont là, qui disent « Ouais, non, c'est impossible de venir habiter ici parce que cette terre, elle nous appartient, l'immobilier nous appartient, on a lutté contre les soviétiques, on a fait péter la route. » Puis là, tu vois une femme en burqa qui a une pape mobile hein, et qui est à fond la caisse avec son mari. Et là, tu te dis... Ok, et tu vois les montagnards qui sont là, salam alaikum, bazar, et tu te dis, génial, trop bien, je suis dans un endroit parfait ici. J'ai des amis gays qui ont été faire le transsibérien. Bien joué, quoi, déjà de le faire. Et donc, ils sont restés d'abord à Moscou quelques jours, et puis après, ils l'ont fait. Ils ont été quand même jusqu'au lac Baïkal. Ils ont pris des photos, et donc j'ai regardé leur recueil enfin, toutes leurs photos et tout ça. Et puis, on les a croisés récemment, et mes deux amis m'ont dit, Marcin, on pouvait pas imaginer ça. C'est magnifique. On a fait un voyage incroyable. La jeunesse russe est terrible. Ils ont voulu prendre des photos des gens. Par exemple, il y avait des jeunes un peu rebelles, en Marseille ou un peu torse nu. Comme c'est leur trip, ils ont dit on peut prendre une photo de toi en train de gonfler les muscles. Mais ils ont dit on n'a jamais essuyé un nom ou un truc. Tout le monde était cool en fait. Et ça m'a étonné en fait d'entendre ça. Parce que ça je savais pas. Parce que je suis pas gay. Je sais pas comment ça se passe à Moscou. Et donc là j'ai eu un avis qui n'est pas le mien quoi. Donc j'étais content. Et ça m'a rendu heureux en fait. Aussi pour ma grand-mère qui disait que ça allait jamais être un problème. Que les gens s'en foutaient là-bas. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? Ça fait environ 2 ans. Tout ce que vous le faites à deux? Ou Non, vous gardez encore une activité? On garde, chacun il a sa démarche respective. Et puis on a double mafia, on se marre bien. Généralement, quand on dessine, il y en a un qui dessine et puis l'autre dessine. Des fois, moi, je me dis, putain, qu'est-ce qu'elle a fait? C'était pourri, ça. Et puis elle doit se dire la même chose de moi. Et donc, ouais. Je fais un petit trait au-dessus de son truc pour l'ennuyer. Elle rechange son... Et c'est rigolo, on discute pas trop. Mais ce qui est chouette, c'est on se prend pas trop la tête. On s'est jamais vraiment pris la tête pour quoi que ce soit. Et je pense que les gens aiment bien aussi le fait qu'on soit spontané comme ça. Tu vois, on n'a pas
On crée tout le temps à deux, on fait tout le temps des... C'est simple, là on est presque 24 heures sur 24 à deux. C'est pas évident toujours. Parce que quand tu vis avec la personne, tu travailles avec la personne, c'est pas évident, mais ça va. Je pense qu'on s'en sort bien. Puis on a des passions communes. Ouais. On aime bien vivre avec des chats, c'est hyper important pour nous. Dans ma culture, c'est un animal sacré. Dans la culture russe, c'est un animal sacré, c'est le seul animal qui peut rentrer dans les musées. C'est un peu comme notre fils. Et donc on n'en chérit un à la maison. Mais c'est tout un symbole. Toi, Ariana, tu vas au foot et à la pêche aussi? Non. Chacun ses passions. Je suis fort passionnée par la divination. J'apprends le tarot en ce moment. Je m'intéresse fort à l'ésotérisme, enfin tout ce qui est ésotérique. Je suis en train d'étudier la lithothérapie. C'est se soigner par les pierres, tous les cristaux. Je viens de finir une pièce. Ça faisait 3 mois que j'étais dessus et c'est un mobile fait avec des cristaux. C'était un projet hyper compliqué parce qu'il y avait tous les rapports de poids. Je ne m'attendais pas à faire un truc aussi compliqué. Et au final, je suis assez fière parce que j'ai réussi. Et je vais bientôt le partager. J'espère que j'aurai des bons retours. C'est quoi les projets pour vous là dans les semaines, voire dans les mois qui viennent? On a Sanzaru. On a un projet de fresque avec Sanzaru. Donc ça, c'est un restaurant? Ça, c'est un restaurant Nikkei. Donc c'est péruviano-japonais, la cuisine. Au Pérou, il y a une grande communauté de Japonais depuis pas mal d'années. Ils ont fait une fusion à ce moment-là des deux cuisines. C'est très différent des autres cuisines. C'est des épices dont on n'a pas l'habitude... Enfin, c'est toutes des saveurs différentes, mais c'est très intéressant en fait. On a réalisé toutes les fresques à l'intérieur. Et là, ils viennent de nous commander une nouvelle fresque. Et du coup, vous remettez ça avec eux? Un deuxième projet, une deuxième collaboration? Ouais. Le deuxième projet, en fait, c'est qu'ils ont un étage où ils ont un cocktail bar, où on va pouvoir aller boire un cocktail, mais ultra pointu, quoi. On n'a pas encore, ils nous ont pas encore tout dit. Début avril, moi, je suis à Art Paris avec donc ça se passe au Grand Palais. C'est avec la galerie Louis Gendre. Et j'ai fait des toiles, justement, sur... nos derniers voyages. Et puis après, dans le futur, il y aura aussi une exposition au Japon, à Kyoto. Ça, c'est en 2020. 2020, on va essayer justement de faire une pièce double mafia et peut-être des pièces personnelles à Ariana et puis une grande partie... parce que c'est un japonais, en fait, les japonais, ce qui est chouette, les galéristes, c'est ils ont l'air, enfin en tout cas, je connais que lui, mais il est très fidèle. Et donc, ça fait 3 ans que j'ai été au Japon pour faire ma première expo, qui m'a appris énormément. Et là, on y retourne début 2020. Et ça, c'est toujours des chouettes projets. C'est toujours très stressant parce c'est pas du tout la même chose qu'en Europe. Hein. Justement, c'est là où nous, on a notre chance, c'est qu'ils adorent la technique, ils adorent le style de peinture que tu utilises, le style de toile. Ils voient un peu l'art comme de l'ébénisterie d'art. D'accord. Ouais, ils sont bien tombés avec toi. Ouais, ils sont... Et puis c'est un pays que j'ai hâte de faire découvrir à Ariana parce que je sais qu'elle va adorer. Quand tu pars pour une expo au Japon, tu produis tes toiles ici ou tu les produis sur place? Alors là, on va les produire ici, mais alors c'est toujours le stress parce qu'on arrive avec notre rouleau au Japon. Et là, t'as toujours une petite femme japonaise avec un énorme berger allemand qui renifle, enfin en tout cas j'ai eu ça, qui renifle ton rouleau de toile et elle te fait... C'est pour du commerce. Et toi, tu dis non. Et alors, elle te regarde, comme ça, elle fait OK, et elle se barre. C'est assez rigolo parce que tu arrives dans un autre monde. Moi, j'avais été en Asie centrale et puis au Japon, tu as le taximan qui sort du taxi et qui te salue et qui commence à te faire tous des trucs et qui commence à t'expliquer que c'est ton taximan et qui s'appelle un tel, qui va t'accompagner, qu'il est honoré de t'accompagner. C'était très différent du mec, en fait, quand tu arrives en Asie centrale qui fait allez les gars. Et puis là, tu es dans un taxi avec un tapis. T'as toujours un petit porte-bonheur ou un petit tapis qui te rappelle qui sont musulmans. Et puis en fait, il te dit, les gars, au premier stand, on s'arrête et on s'achète des bières. Et tu te dis, bienvenue en Asie centrale. Le pays des contrastes. Une petite dernière question. Qu'est-ce qu'on écoute dans le cabinet Double Mafia pour s'inspirer? Plein de choses différentes. Après, moi, je suis plutôt rock, punk, new wave. Là, on va voir un concert bientôt, on a plutôt hâte. C'est un nouveau projet par Vitalik et l'ancienne chanteuse de Sexy Sushi. On a écouté ça, c'est vachement bien. Qu'est-ce que j'écoute? En synthwave, j'aime bien Marie Davidson. Ah, et en plutôt post-punk,
Il y a Le Prince Harry que j'ai écouté ce matin. C'est super bien aussi. Mais on écoute quand même plein de trucs différents. Moi, j'écoute du rap allemand. J'aime bien le rap des Kaira Gucci allemands. Puis j'aime bien la musique des mafieux russes. C'est de la musique populaire. Ça s'appelle la musique des Blatnoï. Et en fait, c'est marrant parce que ma grand-mère écoutait déjà ça. C'est des petites chansons mélodiques, des petits crooners qui parlent de la prison et des trucs. Il y a la même chose en napolitain. C'est la même en fait. C'est le même genre de musique, quoi. Quand on va à Berlin, on aime bien aller au Berghain si on arrive à rentrer. On écoute de la minimale. On n'est pas borné. Et ton gars là que t'écoutes tout le temps là, qui fait blatatata. Ah, qui fait bratatata. Ça c'est Capital Bra, c'est un... J'en peux plus de l'écouter celui-là. En fait c'est assez beau comme histoire, c'est un gars de Sibérie qui a été avec sa mère, il est assez jeune mais sa mère voulait quitter la Sibérie parce qu'elle voulait aller je pense au soleil, donc ils se sont retrouvés en Ukraine et puis d'Ukraine ils se sont retrouvés dans une cité à Berlin et lui il véhicule exactement ce que j'ai envie d'entendre, c'est-à-dire c'est un mec qui fait un rap assez violent, qui parle un peu des conneries comme tous, Gucci, bazar, truc. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il est sibérien et qu'il représente la communauté turque de Berlin, beaucoup, toujours le drapeau turc. Et puis toujours, il est premier en Albanie parce qu'il représente ses potes albanais. Et puis il est hyper allemand, il utilise le dialecte berlinois. Il fait son clip avec un maillot de l'Ukraine et puis son tube, il s'appelle Vladimir Poutine et tous des trucs. Hein. On peut aussi passer d'écouter, enfin pour ma part parce qu'elle subit, Capital Bra et puis écouter par exemple Arvo Part ou des gens qui font de la musique classique qui sont plus calmes. Merci à tous les deux, Martine et Ariana, de nous avoir reçus chez vous. Je vous rappelle que le podcast Posé est disponible sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, sur Spotify, sur YouTube et sur Mixcloud. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode avec un ou une autre invitée. On vous remercie d'avance. Portez-vous bien. Au revoir. Salut les gars. Salut. Merci.